Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6170 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, je vous souhaite la bienvenue en ce lundi du 19 juillet. Bonjour Côte-du-Sud, en vacances. Et oui, toute l'équipe de CEMA TV est en vacances. Alors, au cours des 2 prochaines semaines, on vous présentera une édition spéciale de Bonjour Côte-du-Sud. Alors que durant ces 2 semaines, on vous présentera à chaque jour des grands moments, les grandes entrevues qu'on a réalisées, quelques-unes des grandes entrevues qu'on a réalisées au cours de l'année. Également, on vous présentera chaque jour une entrevue rétro. Alors qu'on est allé fouiller dans nos archives et on a trouvé et retrouvé des entrevues qu'on a réalisées au cours des 5-6 dernières années. Et nos chroniqueurs, bien sûr, nos chroniqueurs habituels qui seront là tous les jours. Donc, aujourd'hui, on vous présente une entrevue qu'on a réalisée le 18 juin dernier en compagnie de Mme Lise Cloutier, qui est présidente de la fabrique de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, qui nous parle de son exposition de vêtements liturgiques qui se tient jusqu'au 15 août prochain. Dans le cadre de notre entrevue rétro, c'est une entrevue qu'on a réalisée avec le chanteur Mario Pelcha, alors qu'il était venu nous parler de l'album qu'il a réalisé avec un groupe de prêtres. Donc, ça a été réalisé le 24 mai 2017 et on vous présente la chronique en compagnie de Yves-Patrice Baudin du groupe Conseil Baudin. Je vous souhaite donc une excellente émission dans le cadre de Bonjour Côte-du-Sud en vacances. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Je vous souhaite la bienvenue dans cette belle église qu'est l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. C'est une invitation que nous avons reçue de Mme Lise Cloutier, qui est présidente de la fabrique, du conseil de la fabrique de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Mme Cloutier, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Mme Cloutier, on vous a reçu chez nous il n'y a pas longtemps. Et là, vous nous faites l'honneur de nous recevoir chez vous, dans cette belle église. On est dans la sacristie actuellement. On est dans la sacristie, oui. Et il y a une raison spéciale. Pourquoi? Parce qu'on est entouré de vêtements. C'est pas organisé, c'est voulu. Non, pas juste pour la circonstance. Non, c'est voulu. Alors, oui. Racontez-nous un peu, ces vêtements-là, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire
avec ces vêtements-là qui sont exposés actuellement? Alors, c'est peut-être plus le 375e de la Seigneurie qui nous a incité vraiment à faire une exposition. C'est une belle activité qu'on voulait faire. Et puis, ces vêtements-là, il y en a plusieurs qui étaient dans le grenier, dans le grenier de la sacristie, et puis qu'on ne se sert plus depuis longtemps. Il y en avait 2 qui étaient dans des armoires rangées, mais les autres étaient vraiment dans le grenier de la sacristie, dans des housses de tissu, puis étaient bien rangés. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit, on savait qu'on avait ce trésor-là, mais l'année dernière, on les a sortis. Il y a une stagiaire en patrimoine à l'université, excusez-moi, qui devait faire un stage. Donc, on s'est dit, si elle fait un travail qui peut nous apporter des éléments pour monter cette exposition-là, ce sera parfait. Donc, avec la pandémie, est arrivé ce qui est arrivé, mais elle a fait quand même une belle partie. On était quand même assez avancé, mais pour monter l'exposition après, c'est une dame en muséologie qui nous aide présentement, et une spécialiste des tissus et de toutes les broderies, qui est venue nous aider. Une spécialiste des tissus. Des tissus anciens, puis des broderies. Ça existe? Ça existe. En voyant même sur une photo un vêtement, elle est capable de dire quelle sorte de tissu, à quel moment ce vêtement-là a été conçu, puis elle peut même dire quel type ça s'appelle de la guipure, des fils de guipure pour les broderies. Alors, elle est capable de dire ça. Alors, c'est elle aussi qui va préparer le cahier pour la visite. Là, pour l'instant, comme je vous disais tout à l'heure, il nous manque encore un petit côté graphique. On n'a pas encore nos cahiers qui vont servir aux gens à lire ce qu'ils vont voir en passant à travers l'exposition. Alors, ça va se terminer cette semaine. Puis, je voulais vous dire en passant que c'est ça, c'est pas tout à fait complété, mais il y a quelque chose aussi là-dedans. On se dit, les gens auront des surprises quand ils viendront nous voir, parce que là, ça sera complété, et le côté graphique et des petits éléments qui nous restent à ajouter aussi. Bon. Il y en a beaucoup de vêtements. Expliquez-nous un peu, parce que, bon, d'abord, c'est que ce sont des vêtements liturgiques et non des vêtements sacerdotaux. Oui. Dites-moi, parce qu'on en a parlé un petit peu avant l'entrevue, Oui. c'est quoi la différence entre les deux? Moi, j'étais contente de le savoir parce que les vêtements liturgiques, ce sont les vêtements qui servent pour la liturgie. Les vêtements sacerdotaux, c'est les vêtements que les prêtres vont porter. Disons qu'en dessous de la chasuble, ils vont porter des vêtements qui s'appellent des vêtements sacerdotaux. Mais les vêtements liturgiques sont les vêtements colorés qui servent au culte, à la liturgie. OK. Maintenant, il y a différents modèles, si je peux prendre l'expression, là. C'est quoi la différence? Sans peut-être les expliquer chacun, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais c'était quoi la différence? Pourquoi le prêtre pouvait mettre un noir, mettre un vert? Parce qu'il y a une signification à tout ça. Là. Oui. Parce que je me souviens, j'ai servi la messe quand j'étais jeune. Oui. Et je me souviens que le prêtre n'avait pas toujours la même couleur de vêtements. C'était quoi C'est le temps liturgique qui oblige les prêtres. Là, on voit des beaux vêtements, tout ça. Dans l'Église catholique, il y avait un protocole ou une espèce d'étiquette qu'il fallait respecter aussi. On voit d'ailleurs la confection des vêtements qui sont parfois très rigissimes. Si on fait la comparaison, c'est souvent les personnes qui confectionnaient, les artisans ou qui confectionnaient ces vêtements-là, mais ils confectionnaient ceux des rois aussi. Donc, les rois, on sait qu'ils ont un protocole à respecter. Dans la religion catholique, il y avait aussi cette étiquette-là ou ce protocole-là à respecter. Le protocole, c'est le temps liturgique. À chaque moment de l'année, c'est les mêmes vêtements qui reviennent, sauf que c'est les couleurs qui changent. OK. Alors, et il y avait une signification? Il y a une signification à chacune des couleurs. Alors, si on regarde le doré, lui, peut remplacer le blanc, le rouge. Il peut remplacer d'autres couleurs. Alors, si on regarde le blanc, comme on voit là-bas, c'est la nativité, c'est l'épiphanie, c'est le temps de Pâques, le temps des réjouissances. C'est un vêtement qui est plus à la fête. Ensuite, on voit les noirs ici, qui sont beaucoup plus pour le deuil, le temps du carême, quand on arrive au vendredi saint aussi. Okay. Ensuite, on voit des mauves qui sont aussi le deuil, l'espérance aussi. Ensuite, on voit les rouges. Le dimanche des rameaux, si vous allez à la messe, vous allez voir du rouge. Alors ça, c'est un vêtement qu'on retrouve à ce moment-là, puis à d'autres moments aussi. Puis on a le vert. Le vert, lui, c'est l'espérance. Et puis c'est celui qu'on retrouve après la Pentecôte jusqu'au temps de l'Avent. C'est celui-là, il y a 30 quelques semaines, là, où c'est le vêtement vert. Okay. Mais tous les autres peuvent se porter pendant l'année. Je regarde celui-là, qui n'est pas comme les autres. C'est celui-là ici. Oui, oui. Qui n'a pas la même forme que les autres. Qu'est-ce que lui,
C'est Qu'est-ce que c'est celui-là de particulier? C'est ça, c'est une forme de chasuble. On peut dire que c'est vraiment le plus beau vêtement de notre collection. C'est sûr qu'il était dans une belle armoire aussi, mais c'est aussi une chasuble, comme celle-là, sauf que celle-là est faite en rond. Mais celle-là est faite de cette forme-là. Ce qui caractérise celle-là, c'est sûr que c'est la richesse de ses broderies. Comme je vous disais, les fils de guipure, des fils brodés, on met des petits cartons pour gonfler les fleurs. Puis il y avait un élément que je trouvais tellement mignon que Mme Chiraud me disait. Il y avait un petit peu une usure sur un pétale, sur le bord de la chasuble. Elle avait un petit peu changé de couleur. Alors, on découvre l'âme de la soie. Alors, c'est beau, hein, l'âme de la soie. Alors, c'est vraiment tout ce travail-là fait par des femmes. Ça a commencé avec Marguerite Bourgeois, qui était une recluse, puis elle a commencé à faire des vêtements avec de la broderie, puis qui s'est associée à différentes femmes. Puis c'était toujours la beauté des choses. Elle les donnait, ces vêtements-là, aussi à différentes communautés qui avaient moins de sous. Alors c'est pour ça que celui-là, ce qui caractérise, je n'irai pas trop loin là-dedans, celui-là, ce qui caractérise, c'est sa forme, et c'est le même usage. Est-ce qu'aujourd'hui, le prêtre porte encore ces vêtements-là? Il va porter encore les chasubles, les chapes. Comme le 27 juin, nous aurons la procession de la Fête-Dieu. Donc, il y aura une chape avec une cape pour transporter le Saint-Sacrement. La fête du Saint-Sacrement, on sait que ça devait être la Fête-Dieu, comme on dit, là. Ça devait être le 6 juin, mais on a changé la date, nous autres, parce qu'on n'était pas assez sûrs des règles sanitaires. Alors, on va faire ça le 27 juin. Ça peut être le doré ou le blanc pour la fête. Alors, le prêtre va porter une belle chape comme celle-là, mais blanche. Elle n'est pas ici, là. Puis avec comme une cape pour bien tenir l'ostensoir. OK. Alors, mais même en 2021, on respecte encore les règles des couleurs? Oui, mais avec des vêtements peut-être un petit peu plus discrets que ceux-là. Comme ceux-là, on ne les porte plus, là. Ceux-là qui étaient vraiment de deuil. Là, ceux-là, si vous remarquez, c'est un tissu de brocart. Le brocart, c'est un tissu qui valait, dans les années 1800, 350 à 450 $ la verge. Alors, avez-vous pensé? C'était vraiment, là, puis on remarque, ils appellent ça des ors froids, là, les bandes de décoration qui sont autour de ce vêtement-là. Les broderies fines, alors... Si on regarde tout ça, ces vêtements-là, on les garde plus là, dans notre grenier bien conservé. C'est sûr qu'il y avait quelque chose de très spécial. On a déjà fait une messe en latin. On avait ressorti quelques vêtements à ce moment-là, puis on en avait prêté aussi à un curé de Cap-Saint-Ignace là, qui était venu chercher des vêtements pour faire une messe spéciale dans son église. Alors, comme vous pouvez voir, c'est des vêtements, c'était très riche. À partir du Concile Vatican II, on a dit, ben là, c'est correct, les beaux vêtements, mais on va conserver des fibres naturelles, mais ce ne sera pas nécessaire d'avoir autant d'éclat pour les vêtements. C'était la nouvelle liturgie qui se présentait, donc on voulait peut-être se rapprocher plus des gens. Et ça a réussi? Je ne le sais pas vraiment, mais je pense que oui, ça a réussi parce que c'est sûr que ça, c'est des vêtements qui coûtaient quand même très cher. Mais je pense que oui, bien, ça a réussi parce qu'il y a eu une période là, dans les années 60 où la nouvelle liturgie a eu beaucoup d'impact. On voyait des jeunes qui venaient chanter dans l'église, puis il y avait quand même, je pense que les personnes se rapprochaient davantage de l'église aussi. Là, maintenant, c'est sûr que là, c'est autre chose, là, mais c'est vraiment... Je ne vous ai pas préparé avant, mais comment un vêtement de même pouvait coûter dans le temps? Ça, c'est du moiré. Parce que probablement que les gens voudraient le savoir, là, parce qu'ils me disent que c'était très coûteux. Bien, c'est ça. Comme celui-là, je sais que c'était 450 $ le mètre, la verge, c'est-à-dire, donc, ça devait coûter très cher. Ça, c'est un moiré, j'imagine. Puis il y avait une usine à Montréal qui fabriquait des vêtements. Ces vêtements-là ont été fabriqués en France. Le doré, là, ça a été fabriqué en France. Cela, ça a été fait ici au Canada. Cela aussi. Les moirés, c'est des tissus un petit peu moins chers, mais ça, je ne peux pas vous le dire. Je vais demander à Mme Chiraud quand elle va venir. L'intérieur, c'est tout en soie. Donc, la soie aussi, c'est quand même quelque chose, là, si on peut lever. Oui, l'intérieur, c'est tout en soie. Puis ça devait être des tissus, des beaux tissus, pour conserver quand même ce respect-là. Parce que, comme on se disait tout à l'heure, c'est sûr que les vêtements coûtaient très cher. Mais on parlait aussi que le dimanche, les gens s'endimanchaient. Puis ça ne les dérangeait pas de donner des sous pour l'Église. Parce que quand ils arrivaient à l'Église puis qu'ils voyaient le prêtre avec des beaux vêtements comme ça,
c'était vraiment le symbole que le prêtre, lui, pouvait parler directement à Dieu. Donc, il fallait qu'il soit, entre parenthèses, chic et avec de beaux vêtements pour que le message passe bien. Mais les gens, dimanche, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'était important, ça n'allait pas à la messe avec des vêtements sales ou troués, là. Il fallait vraiment que tout en dimanche, c'était vraiment important d'aller à la messe. Donc, le prêtre aussi accueillait les gens. Puis ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, c'est que les vêtements, quand on les regarde, ici, on voit le dos des vêtements, parce qu'on représente le prêtre qui était à l'autel, quand les prêtres étaient tournés vers l'autel et non vers les gens. Oui. Ça a changé avec la nouvelle liturgie. Donc, le dos des vêtements est souvent beaucoup plus symbolique que le devant, malgré que le devant est beau, mais pour que les gens voient bien ce qu'annonçait le vêtement avec sa symbolique et sa couleur. C'est sûr que la couleur, on la voyait bien aussi. Qui a eu l'idée de cette exposition-là? Bien, je pense qu'on est un petit comité, on en a parlé ensemble. On se disait, quand on a rencontré quelqu'un qui nous a suggéré une étudiante au niveau du patrimoine, on avait déjà l'intention de faire quelque chose parce qu'on se dit, c'est tellement beau ce qu'on a là qu'il faut les mettre en valeur. Avec les vêtements liturgiques aussi, on a ressorti aussi des objets qu'on a, qui étaient dans l'ancienne Église, des objets de 1800, puis on va les mettre un peu partout, comme les chandeliers qui sont juste là. On a sorti ces chandeliers-là. Après ça, on va sortir d'autres objets qui étaient vraiment au niveau du 18e siècle, puis qui étaient dans les 2 premières églises. Alors, on peut dire que c'est notre groupe là, où on travaille ensemble, là, nous, c'est important pour nous de ressortir ces choses-là pour les mettre en valeur pour le 375e de la Seigneurie, parce qu'on se dit, ça faisait partie d'une valeur importante des gens. On en a parlé tout à l'heure. La religion, c'était très important pour les gens. Si on se rappelle les 2 églises là, de 1713 et de 1751, du côté du nord, c'était aussi important. Donc, c'est sûr que là, il y a certains vêtements, je ne sais pas vraiment si on en a, mais on a des vêtements. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y avait peut-être, je vais le savoir un petit peu plus tard, un vêtement probablement qui était là en 1713 à la première église aussi. Okay. Ah, mais là, c'est ça, l'intérieur est un petit peu plus usé. Alors, c'est pour ça que, alors, je pense que j'ai répondu à votre question. Est-ce que c'est correct? Oui. Oui. J'en mets toujours un petit peu plus. Quelle date que se tient cette exposition-là? Oui. Alors, ça se tient le 24 juin, c'est un jeudi. Exceptionnellement, on va faire un jeudi, mais ce sera du 24 juin jusqu'au 15 août. Le vendredi, samedi, dimanche et lundi, seulement sur réservation. On va le faire seulement sur réservation. Là, je ne sais pas si je peux faire une petite annonce. Allez-y, madame. Mais c'est parce que là, on doit avoir aussi une personne entre 15 et 30 ans qui pourrait travailler pour nous. On a 30 heures à offrir pour être un guide touristique et puis lui donner la formation à cette personne-là pour être ici, pour rencontrer les gens. Accueillir les gens. Puis, comme c'est 30 heures, s'il n'y a pas toujours des gens, elle pourra travailler au presbytère pour des documents qu'on a sur l'histoire et des choses comme ça. Alors, c'est pour ça que ça nous déçoit un petit peu à ce moment-ci, mais on sait que c'est une pénurie aussi. C'est une pénurie de... On peut vous rejoindre comment? Par téléphone, c'est le 418-248-5668. Alors, le secrétaire est là 2 jours par semaine, mais le reste du temps, je vais prendre les appels puis les réservations. Alors, 4 jours par semaine, vendredi, samedi, dimanche et lundi, jusqu'au 15 août. Je vais vous souhaiter beaucoup de succès. Merci. C'est déjà fini. Eh oui, c'est déjà fini. Ça passe juste 15 minutes, hein? Je comprends. 248-56-68. Oui. 248-5668 pour rejoindre les gens de la paroisse de Saint-Pierre, pardon. Et j'ai vu à Saint-François-du-Lac, tout près de Sorel, je suis allé récemment à cette église-là, et une belle exposition de tous les outils qu'on retrouve, là, vous voulez dire les vases sacrés? Oui, les vases sacrés, oui. Ça. Et j'ai trouvé ça, j'ai pris le temps de regarder, j'ai tellement trouvé ça beau. Alors moi, je trouve ça tellement ingénieux ce que vous avez pensé. On a ici de l'orfèvrerie qu'on va sortir aussi de Renvoisé puis de Amillot. Eux autres qui ont fait ça aussi au 18e siècle. On a des choses dans notre belle armoire aussi qu'on a ressorties. C'est pour ça que c'est une exposition de vêtements, mais c'est une exposition d'époque aussi, où les prêtres se servaient de ces objets-là. Bravo pour cette belle initiative, Mme Cloutier. Merci. Puis, est-ce qu'on va avoir une autre exposition bientôt?
Est-ce qu'il y a d'autres idées qui... Non, mais pas tout de suite, là. Il y a plein d'idées, mais cette année, à cause de la COVID, il y avait l'année prochaine, il va y avoir une grosse activité à Saint-Pierre qui va s'appeler « Pour le meilleur et pour le pire ». Alors, je vous rappellerai. On va être là, avec plaisir. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Lise Cloutier, qui est présidente du conseil de la fabrique de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. On est dans la sacristie de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, donc je vous invite à venir voir cette exposition-là. C'est à partir du 24 juin jusqu'au 15 août, donc ça vous donne amplement le temps. C'est sur réservation, 248-5668. Voilà, ça complète. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Momini. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. La Pointe Auto s'assure depuis plus de 65 ans de vous offrir ce qu'il y a de mieux et ce au meilleur prix. Passez faire l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler Unlimited 4XE hybride 2021. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep à Montmagny ou lapointeauto.com. La toute nouvelle clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de montures pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, on est là, à proximité, pour vous offrir tous les services en assurance. De l'accueil à la direction générale, en passant par les agents, la souscription, la comptabilité, la prévention et l'indemnisation, des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Vous regardez CEMA TV, lauréat régional 2021 du prix Réussite Incorporée du concours québécois en entrepreneuriat Ose entreprendre Chaudière-Appalaches. Alors, mes prochains invités, vous allez sûrement les reconnaître. Mario Pelchat qui est avec nous. Bonjour Mario. Bonjour. Et le curé Julien Guillot de la paroisse de Limoilou. Vous allez vous demander qu'est-ce que le curé de la paroisse de Limoilou fait à Montmagny, Mario Pelchat. C'est un projet qui est né officiellement en mars dernier et ça s'appelle Mario Pelchat, les prêtres. C'est quoi l'idée? Moi, ce que j'ai eu vent, là, c'est que c'est vous qui aurez eu l'initiative et vous avez donné l'idée. Et dites-moi, c'est quoi, là? C'est une histoire d'ordre, d'abord. Avant de contacter Abbé Guillot, il faut dire que j'ai commencé à chanter, moi, dans la paroisse de mon église, dans la paroisse du Lac-Saint-Jean, où j'ai grandi, à mon église, les chansons qui composent à toute fin pratique cet album-là. J'avais 9 ans quand j'ai rejoint la chorale de l'église. Mon père en faisait partie, ma sœur en a fait partie. C'était pour nous un rendez-vous dominical, mais qui se culminait jusqu'à la grande messe de minuit, parce qu'on s'était... toute l'année, on se pratiquait pour ce grand événement de la messe de minuit. Donc, moi, là, j'ai grandi avec ces chansons-là. Alors, si vous me demandez depuis quand vous rêvez de faire le disque qui est Agnus Dei, bien, ça fait peut-être au moins 40 ans. mais plus sérieusement, depuis les 10 dernières années, j'ai envie et j'ai à cœur de faire ce projet-là. Mais vous n'avez jamais... auparavant, fait ces chants-là sur un autre Sur un disque, jamais. Mais je les ai chantés abondamment à l'église. Mais pas sur disque. Spectacle, jamais sur disque. Okay. Et à chaque fois que je revenais au Lac-Saint-Jean, parce que je suis parti quand même depuis 35 ans, plus de 35 ans du Lac-Saint-Jean, à chaque fois que je revenais pour
pour visiter ma famille, mais souvent, il y avait des mariages, des baptêmes, des funérailles. On m'invitait toujours et je puisais toujours dans le matériel que j'avais connu et qui faisait partie de ces chants liturgiques des années 70. Alors, là, depuis 10 ans, j'ai envie de faire un album avec un chœur de prêtre, mais comment trouver des prêtres qui chantent? Ça, pour moi, ça a été... Il y en a qui chantent, mais... oui, mais pas pour les mettre sur disque, là. Non, c'est ça. Je fais des belles voix. Et puis, donc, ce que j'ai fait, on est quand même en 2017, alors je me suis servi de la technologie de 2017. J'ai dit Facebook, il doit y avoir des prêtres sur Facebook, et j'en ai trouvé. C'est ça. Et j'ai trouvé comme ça l'abbé Guillot, qui m'a aidé à recruter les autres prêtres chanteurs, dont un évêque, il faut le dire quand même. Ouais. J'avoue, par exemple, que Facebook, quand j'ai eu le texte sur Facebook, Messenger, Mario Pelcha qui m'écrit, il ne me connaît pas, pourquoi? C'est un canular. Fait que là, on a entrepris le dialogue par Messenger, et puis finalement, on s'est donné rendez-vous à Québec, et là, ça a cliqué. Oui, allez-y, Mario. C'est ça. C'est une première rencontre. D'ailleurs, c'est lui qui trouve l'endroit, et il me dit, que diriez-vous de l'Auberge Saint-Antoine? J'ai dit, j'adore l'endroit. C'est là où j'ai dormi le soir où je me suis marié avec mon épouse en 1994. Je ne suis pas retourné à cet endroit-là, donc j'ai dit, c'est un signe. c'est un endroit que je connais, que j'aime. Ça commence bien. Et quand on a commencé à échanger, tout de suite, il m'a compris. Ouais. Et alors, c'est ça, c'est né comme ça. Puis moi, j'avais envie que ça serve une cause. L'abbé Guillot s'était engagé dans une Ça faisait cause. déjà à peu près 6 mois que, comme curé de Limoilou, il y a une église qui doit être démolie, l'église Saint-François d'Assise, elle est bâtie sur de la glaise et tout ça. Il fallait sauver le patrimoine. On a sauvé les autels, les vitraux, il restait l'orgue. Mais c'est un orgue Casavant, 45 jeux, 2800 tuyaux. C'est compliqué, pas, là, c'est ça. Facilement. Alors là, on travaillait ça, puis Bécomo avait manifesté l'intérêt d'avoir l'orgue, mais il n'y avait pas de budget. Alors là, en tout cas, on préparait ça, puis est arrivé cet événement-là. Et quand Mario m'approchait en disant je voudrais une cause, puis il dit je voudrais aider les églises. Les églises. Là, j'ai dit. Ça tombait à point, hein? Oui, sauf que là, j'ai dit je voulais pas le mettre dans un projet trop compliqué. Je voulais que ce soit clair comme œuvre, comme projet. Alors là, j'ai dit l'orgue, c'est un instrument de musique pour un chanteur, ça va très bien. C'est du patrimoine canadien qu'on veut sauvegarder au Québec, parce que souvent les orgues, parce qu'on ne bâtit plus d'églises au Québec, on les a en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. Et là, c'était de préserver un joyau de Casavant, qui est une compagnie québécoise, de le garder au Québec. Fait que là, les deux idées sont rencontrées. Puis là, il dit, il faut trouver des prêtres. Alors, il en voulait 4. Je dis, si on veut 4, il faut que j'en trouve 12. Parce qu'on va peut-être en perdre en cours de chemin. Finalement, il en est resté 8. Hein? Oui, c'est ça. Et puis moi, j'adorais l'idée. J'ai trouvé que tout le monde avait une belle voix. J'ai dit, on les garde, on les prend tous. Un chœur, c'est encore plus beau à 8 qu'à 4. Oui, c'est plus riche. Hein? Puis, alors... Il y a les ténors, les sopranos. Oui, ça faisait partie. Il fallait justement allier les voix. Là, dans les critères de sélection. Oui, exactement. Dans les critères de sélection, j'avais sélectionné en fonction de ça les basses, barytons et tout ça. Puis on est arrivé à 8 finalement. Ouais. Bon, expliquez-moi, l'abbé, comment ça fonctionne, comment ça coûte déménager un orgue? Écoutez, c'est une œuvre majeure. Hein? Ça coûte au-delà de 350 000 350 000 vous m'avez bien compris, de démanteler ça, transporter et le remonter là-bas. Restaurer aussi, peut-être. Oui, parce que c'est un orgue qui avait 60 ans, donc les cuirs qu'on appelle étaient secs, il fallait nécessairement les changer. Donc, et c'est un travail d'artisan. Et on a confié ça à Casavant, qui était le créateur de cet orgue-là, qui n'ont pris charge. Et là, le déménagement est commencé, là, c'est avancé. Là. Et donc, avant la fin du mois, ça sera parti pour Bécomo. Mais Bécomo, eux, ils font quoi? Parce que là, c'est beau, là, on vend le disque, mais parce que les profits ou comment ça fonctionne exactement? Les royautés servent justement au déménagement de l'orgue. Et puis le disque a été certifié disque d'or. Là, alors, ça se passe quand même bien. Oui, ça va très, très bien. Les gens sont là, les gens appuient cette cause-là. On est ravis, touchés. Au-delà de vos espérances? Oui. Oui? Ben oui, parce qu'en 2017, bon, c'est sûr qu'à chaque fois que j'embarque dans un projet, j'espère que ça va fonctionner. On le fait toujours dans ce sens-là.
mais il n'y a rien qui nous garantit que le public va être présent, qui va adhérer à chacun des projets. Alors, jusqu'à présent, j'ai été assez chanceux, mais il s'est arrivé des fois où les projets n'ont pas fonctionné. Chanter des chants religieux en 2017, moi, j'aime ça encore, mais je me suis dit, est-ce que le public va aimer ça autant qu'on aime ça, nous? Bien, il s'avère qu'on dirait que oui. C'est ça. Si on revient au financement, là, l'orgue, est-ce que c'est commencé? Alors, l'orgue est commencé. Et on en est où, là? À 80 les tuyaux sont déjà mis en boîte. Chacun est enveloppé individuellement et tout ça. Et une partie va aller à Casavant pour la restauration. L'autre partie monte déjà à Bécomo. Et on devrait inaugurer l'orgue dans l'année 2018. Alors voilà, ça va bien. Permettez-moi la question. Oui. L'église de Bécomo, comment ça va, eux autres, de leur côté? Parce qu'on sait que les églises Saint-Cy, il y en ouvre pas. Hein? C'est sûr que la Côte-Nord, c'est la cathédrale, donc c'est une église d'importance. Il n'y avait pas d'orgue là. Et l'évêque a choisi récemment de faire de sa cathédrale un centre culturel, donc multi-usage pour le culte, mais aussi au niveau de la culture, pour attirer l'attention sur la culture sur la Côte-Nord. Donc l'orgue devient comme une première pierre d'assise de ce projet-là. Donc, pour permettre d'avoir une diversité d'approches pour s'intéresser à nos bâtiments, autant dans l'art que dans la musique. Vous me parliez avant l'entrevue, l'abbé, que ça fonctionne parce que même dans le diocèse de la Pocatière, parce qu'il y a de la demande. C'est ça. Là, vous avez besoin d'un certain montant pour déménager là, on comprend. Mais si vous allez en chercher plus, vous allez faire quoi? Vous allez le donner à Marie? Il y a d'autres belles œuvres. Il y a d'autres belles œuvres à servir. Oui, bien c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres objectifs ou d'autres projets? Bien, c'est sûr qu'il y a d'autres projets qu'on n'annonce pas tout de suite, mais oui, il y a d'autres projets. C'est ça, les journalistes. Hein? On ne peut pas le dire tout de suite. Mais il faut d'abord réaliser celui-là, puis après ça, on passera d'étape 2. C'est sûr. Félicitations. Bravo pour moi, je peux vous dire que je suis tombé sur vraiment la bonne personne. Depuis longtemps, je dis souvent ça à la blague, mais je rêvais de rencontrer Julien Guillot sans savoir qu'il existait. Mais je voulais avoir quelqu'un, justement, au sein de l'Église, qui allait me donner un coup de main comme ça, qui allait m'aider à trouver les autres prêtres, chanteurs, mais qui allait nous aider dans ce projet-là, qui est un peu humanitaire. Puis, tu sais, c'est pas facile à trouver, quelqu'un d'organisation comme il est, quelqu'un d'engagement, quelqu'un qui est fonceur. Moi, je suis comme ça dans la vie, puis je suis vraiment ravi de l'avoir rencontré. Ça a été enregistré où? À Montréal. À Montréal? Dans une église ou dans un studio? Plein de gens nous demandent ça. On aurait pu, mais on l'a fait au studio Piccolo pour la simple et bonne raison que ça demeure l'un des grands et bons studios et probablement l'un des derniers aussi qui fait dans la qualité. Puis je ne veux pas dénigrer les autres studios qui existent, c'est pas loin de mon esprit de dire des choses contre les autres, mais le studio Piccolo est reconnu partout maintenant. C'est l'équipe de Céline Dion qui ont démarré ce studio-là il y a quand même une bonne vingtaine d'années. Et maintenant, il a sa renommée internationale. Et là, l'album, actuellement, on est en discussion avec le diocèse de Saint-Anne-de-la-Pocatière pour le distribuer aussi dans les églises paroissiales, pas juste dans les disquaires, mais aussi à la porte de l'église pour aider les églises locales. Et vous avez parlé, peut-être qu'on pourrait avoir un spectacle, peut-être. Ah oui, oui. La demande est très forte. Oui, sûrement. Parce que les églises ont besoin de ce genre de spectacle pour... On a des demandes comme ça, vous saviez, moi, tous les jours... Est-ce que vous répondez à ces demandes? Bien, c'est mon agent de spectacle parce que j'ai tellement de courriels, mais moi, je les vois passer. Et quand là, il n'a pas donné de réponse, est-ce que je fais un suivi? Je m'occupe de faire le suivi, c'est extrêmement important. Puis oui, on leur donne suite, à condition, bien sûr, que faire se peut. Il y a toutes sortes de contraintes et de facteurs à prendre en compte, mais c'est Michel qui s'occupe de cet aspect-là. Mario, parlez-nous des pièces qu'on retrouve rapidement, parce que le temps passe vite. Oui. Des pièces parce que je voudrais qu'on parle un peu de votre carrière aussi. Des principaux ou les grands titres. Moi, j'ai vu Gethsemane. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est sûr que ces titres-là, les gens de notre génération, tu sais, les gens de 50 ans et plus connaissent ça. Les gens qui ont fréquenté les églises dans les années 70 et qui les fréquentent encore, connaissent ça. Gethsemane, John Littleton, on a tous entendu Gethsemane, vous n'aurez pas compris.
Paris. Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose, toujours une chanson de Littleton. Allez-vous-en sur les places et sur les paris. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà. On a pris aussi une chanson de Robert Lebel, en fait deux. Chanson de Robert, deux chansons de Robert Lebel. Comme on fait son jardin au bleu de l'été. Je me suis trouvé de les beaux, là. Ah, puis les prêtres chantent a cappella à la fin. On a fait belle chanson. C'est une chanson bonus qu'on a fait une surprise à Mario lors du shooting photo. J'avais donné les partitions aux gars et puis au moment du dîner, on fait une prière et on fait ce chant-là en ce pays, en l'honneur de Marie de l'Incarnation. On le chantait à cappella. Fait que Mario, quand t'as entendu ça, dit on le met sur le disque. J'aime tellement cette chanson-là. C'est le bonus. Je me suis levé encore ce matin avec cette chanson. Je la chante régulièrement. Ça reste. Panis Angelicus, Savais-tu Marie, que tu es grand. Il y a plein de chansons que tout le monde connaît. Moi, je vous dirais que la mienne, c'est Gethsemane et Amazing Grace, mais... c'est mes préférés aussi. Tout est bon. On peut le retrouver où actuellement, là? Ça s'appelle Agneau Chéi. Dans les Walmart, les gens coutus, Archambault. OK, donc... sur Internet, dans les réseaux. Sur Internet, est-ce qu'on peut le trouver pour l'acheter? Là, quand j'ai vu Archambault sur Internet. Puis nous à Limoilou, on a notre site Internet, rockamadour.ca, où on distribue le disque. Avez-vous un numéro de téléphone? Non? rockamadour.ca. OK. Rapidement. Comment va la carrière? Parce que moi, j'ai hâte de pouvoir chanter Béco, Mario. Là. Mais c'est drôle parce que quand vous avez parlé de Bécomo tantôt, j'ai fait un lien avec Béco dans ma tête. Bécomo. Je sais pas s'il y a un lien. Faut y penser. Je l'ai entendu pour la première fois. Oui, ben j'ai fait des beaux spectacles. Ben beaux. Les autres l'ont dit, là. Mais moi, j'aimais faire ce spectacle-là. Alors, c'est pour ça que je dis beau. Je me permets de dire beau. Je ne suis pas le genre à me lancer des fleurs. Mais j'aimais faire ce spectacle-là. Et il y a beaucoup de demandes pour des supplémentaires. Donc, on se réinstalle à la fin du mois de novembre au Théâtre Capitole pour 4 soirs. Et puis, on revient à Rimouski. Il y a des dates en supplémentaire, donc cet automne, avant d'entreprendre une tournée avec mes amis les prêtres. On va sûrement aller vous voir si ça passe pas à Montmagny, parce qu'on a quand même gâté ici au niveau du spectacle. Mais sinon, on va aller vous voir au Capitole à Québec, c'est certain. C'est bien. Béco, c'était l'idée, Mario. Je comprenais pas pourquoi qu'un artiste comme Béco n'avait pas encore, que personne n'avait repris ses superbes succès. Moi, je me suis dépêché de le faire. J'avais sorti un disque en 2015, en 2014. Et en 2015, j'ai sorti l'album Béco. J'avais tellement peur que quelqu'un d'autre le sorte avant moi, parce qu'en général, je laisse quand même 2 ans entre chaque disque. Mais j'ai précipité celui-là parce que moi aussi, j'avais peur que quelqu'un me vole cette idée-là. Béco, c'est l'un des plus grands de la francophonie, selon moi. Et rapidement, vous êtes aussi... maintenant, vous êtes dans le vin? Pas encore, mais mais on va vinifier cette année. Pour la toute première fois, on met en cuve nos raisins. Et au printemps 2018, on va avoir du vin rosé et blanc. Et le vin rouge, lui, va attendre un peu parce qu'on le met en barrique de chêne. Les gens, c'est MTV nous faire goûter? Ben oui, mais il y a juste nous qui allons savoir si c'est bon, les gens ne pourront pas. Oui, mais déjà, nous... Ça va leur donner l'eau à la bouche. C'est ça, on va le vin à la bouche. C'est ça. Écoutez, bravo, merci, félicitations merci pour ce à que vous. Vous faites et bon succès. Je pense que c'est déjà bien parti. Oui. Puis tenez-nous au courant des développements. Moi, j'aimerais ça faire un petit salut aux gens de Saint-Philémon. Parce que ma famille, moi, elle vient de Saint-Philémon. Mon arrière-grand-père est parti de Saint-Philémon pour s'installer au Lac-Saint-Jean. Puis il y en a encore des pelchats à Saint-Philémon. Alors, je vais lui faire un petit coucou. Mais ils sont là parce que même on a des anniversaires des gens de Saint-Philémon qui nous écoutent. C'est bien. On vient d'apprendre ça. Il y a du bon monde à Saint-Philémon. Guillaume Pelchat, merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Guillaume, merci beaucoup et bon succès. Tenez-nous au courant des développements. Certainement. Voilà, c'est Agneau CDI, c'est Mario Pelchat les prêtres. Donc, je vous invite, Gethsemane et Amazing Grace, entre autres là-dessus, mais d'autres beaux cantiques ou chants qui sont disponibles. Donc, je vous invite à vous le procurer. Voilà, ça complète. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. En 2021, la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, vous invite à garder le sourire malgré tout, en vous offrant le service de blanchiment des dents. Informez-vous à la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, 248-2175. On vous attend. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle chronique Santé financière et je suis en compagnie de M. Yves-Patrice Baudin, qui est président de Baudin Groupe Conseil, syndic autorisé en insolvabilité. Yves, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue chez nous. Merci. Ça fait plaisir de vous accueillir comme nouveau chroniqueur chez nous. On va avoir du plaisir. Yves-Patrice, moi je voudrais savoir exactement qu'est-ce que c'est Groupe Conseil Syndic autorisé en insolvabilité, parce que c'est un nom qui est long. Baudin Ouais. Groupe Conseil Syndic autorisé en insolvabilité. Bon, oui, c'est mon entreprise, dans sa plus simple expression. Un syndic autorisé en insolvabilité, c'est quoi? C'est un officier de justice. C'est quelqu'un qui va aider les gens qui sont en difficulté financière à surmonter leurs dettes, à venir à bout de leurs dettes, à régulariser leur situation financière quand ça ne marche plus. Quand ça ne va pas, que le banquier n'est plus capable d'aider, que le conseiller en placement n'a pas les ressources nécessaires parce qu'il s'occupe des placements, pas des dettes, il s'occupe de l'actif. Alors, à ce moment-là, mais ça prend une ressource. Cette ressource-là, c'est un syndic. Puis, on est une profession qui existe depuis une centaine d'années pour aider individus et entreprises à s'en sortir. Mais ça ne veut pas dire là, que c'est automatiquement on fait faillite quand on vous rencontre. Absolument parce pas. Parce qu'il y a des solutions. Là. Il y a plein de solutions. La première chose à faire, c'est de prendre un rendez-vous et de venir chercher des conseils. Parce que quand on ne comprend pas notre situation et qu'on est inquiet, il faut poser des questions, il faut aller chercher les réponses à la bonne place. Maintenant, est-ce que la faillite est une solution? Oui, ça arrive. Est-ce qu'une proposition, un arrangement avec les créanciers, c'est une solution? Aussi. Et puis, des fois, même souvent, on va référer les gens à d'autres ressources, au courtier immobilier, au conseiller en placement. Des fois, on va les renvoyer directement à leur banquier, puis on va dire, bon, mais va t'asseoir avec ton banquier, aie une bonne conversation avec lui, et puis, il y a bien des chances qu'il soit capable de trouver une solution parce que c'est pas rendu au point d'avoir besoin de nos services à nous. Mais quand c'est nécessaire, on est là pour ça. OK. Mais vous pouvez aussi aider cette personne-là à faire des liens avec le banquier. C'est Oui. un peu beaucoup votre rôle, là. Notre rôle, c'est de conseiller. Donc, si c'est nécessaire ou que c'est pertinent, on va faire un lien, on va prendre le téléphone, on va appeler le banquier, on va appeler le prêteur. Des fois, c'est un prêteur précis. On va dire, bon, un client, là, il est dans mon bureau, qu'est-ce qu'on peut faire? Des fois, c'est le gouvernement, le créancier. Donc, à ce moment-là, on peut prendre le téléphone, appeler le gouvernement et dire, regarde, ce client-là, là, il est dans mon bureau, il me demande s'il faut qu'il fasse une faillite. Je pense que non, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution? Donc, ça n'arrive pas à tous les cas, mais c'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qu'on va chercher à faire. Là. On est probablement une des seuls business dans le monde où on est content quand le client, ne revient pas nous voir 2 fois. Ça veut dire qu'on a bien fait notre travail. Et puis, si les gens n'ont pas besoin, c'est correct aussi. Là. On n'est pas comme un resto où on est content quand les gens viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ça, c'est souhaitable parce qu'eux, ils veulent de la business récurrente. Puis, dans le fond, ça va garantir leur santé financière. Nous, les gens viennent nous voir seulement quand c'est nécessaire. C'est bon ce que vous venez de dire, c'est que pas nécessairement parce que ça arrive 1 fois que ça va arriver 2 ou 3 fois. C'est qu'on peut avoir une mauvaise situation qui est temporaire, due à la pandémie, où il peut y avoir toutes sortes d'occasions. À un moment donné, à partir du moment où c'est réglé et qu'on a reçu vos conseils, là, on peut repartir puis, sur des bases plus solides. Tout à fait. On se réinstalle, on se refait une santé financière. C'est le nom de la chronique, mais c'est la réalité. Quand ça va mal, bien, il faut aller chercher de l'aide, il faut trouver une solution. Bien, on le fait. C'est notre travail. Conseiller, éduquer aux besoins les intervenants qui sont dans le milieu et
la rigueur dans le processus. Donc, quand c'est nécessaire, on entreprend les démarches qui sont appropriées. Quand ce n'est pas nécessaire, on réfère vers la ressource qui est appropriée. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez parlé de gouvernement. Oui. On doit de l'argent au gouvernement. Comment on s'arrange? D'abord, est-ce qu'ils sont ouverts, le Revenu Canada ou encore Revenu Québec? Est-ce qu'ils sont déjà ouverts? Ou s'il faut absolument, quand on a des problèmes au niveau du gouvernement, il faut faire affaire avec des gens comme vous pour nous aider à prendre ou à trouver des solutions avec eux? Ça dépend toujours de la quantité d'endettement dont on parle. Si on parle d'une petite dette au gouvernement, il y a beaucoup de personnes, là, suite à la pandémie, qui ont reçu de la PCU. La PCU est un revenu imposable. Il faut le déclarer dans ses revenus. Donc, vos comptables et vous-même devez l'avoir mis là, dans les déclarations qui ont été soumises là, à la fin du printemps. Si c'est une petite dette, bon, cette année, pandémie oblige, le gouvernement a donné des congés au niveau de l'intérêt qui est applicable sur les dettes. On va appeler ça une dette COVID, là, une dette à l'impôt due à la COVID. Profitez-en, mais planifiez un arrangement pour rembourser rapidement. Là, on parle de personnes qui ont une petite dette à l'impôt et qui n'ont pas une récurrence de dette d'impôt. Le problème, souvent, c'est quand les gens ont, année après année, l'accumulation d'une dette fiscale pour l'impôt personnel ou pour l'impôt des sociétés. Et à ce moment-là, le gouvernement, bien, c'est un créancier involontaire. Hein? Ils n'ont pas choisi de vous prêter de l'argent. Donc, ils vont vouloir être remboursés. Ils ont des outils très puissants pour être remboursés. Les saisies de biens, les hypothèques légales, les saisies de salaire, c'est des outils que le gouvernement n'aime pas utiliser. Ça a l'air un peu bizarre de dire comme ça. Mais le gouvernement, il n'aime pas ça, faire ça. Parce que c'est du trouble, c'est des frais pour eux. Mais prenez le téléphone, appelez-les. Ça peut déjà amener à une solution intéressante. Si ça ne fonctionne pas, bien là, à ce moment-là, venez nous voir. On va voir. Est-ce qu'on peut les appeler, nous, et agir comme intermédiaire pour faire une entente à bonne franquette, si on veut? Habituellement, des ententes pas trop longues. Le gouvernement n'aime pas ça, traîner les ententes très longtemps. Et si ce n'est pas viable ou possible de faire une entente, à ce moment-là, bien, les outils de la loi sur la faillite et l'insolvabilité sont disponibles. Ils sont ouverts à faire des ententes? De base, oui. La règle de base, c'est que le gouvernement veut que les gens payent leur impôt. Pourquoi? Parce que c'est la contribution qu'on fait au fonctionnement de la société. C'est ce qui a payé les soins de santé pendant la COVID, c'est ce qui paye l'éducation, c'est ce qui a payé les iPads des enfants qui en ont eu besoin pendant l'école à la maison, c'est ce qui paye les vaccins de COVID, c'est ce qui paye nos routes. Bon, si imparfaite soit-elle, on peut faire le débat sur la qualité des services. Mais le simple fait qu'on a des services, c'est à cause qu'on paye de l'impôt et des taxes. Fait que le gouvernement veut que les gens prennent une entente et régularisent leur situation. Ils ne sont pas fermés. Les prêts étudiants? Les prêts étudiants, bon. C'est encore le gouvernement? C'est toujours le gouvernement. Le gouvernement, il y a plusieurs sortes de dettes. Okay? Tout le monde pense à l'impôt en premier parce que c'est le plus visible, c'est celui qui est souvent considéré comme le plus désagréable. Mais il y a d'autres types de dettes gouvernementales. Les prêts étudiants, bien, c'est une dette qui est particulière. Le gouvernement, il y a plusieurs années, s'était rendu compte qu'il y avait eu une mode où les jeunes finissaient leur diplôme, allaient à la collation des grades et dans les heures, jours ou semaines qui suivaient, allaient faire une faillite ou une proposition et qu'ils se faisaient libérer de leur dette d'études. Donc, le gouvernement, ce qu'il a dit, c'est tant que ça ne fait pas 7 ans qu'il n'y a pas eu de fréquentation scolaire. Donc, on n'est pas dans la date du prêt, on est vraiment dans la date... La personne est assise ses bancs d'école. Là. À ce moment-là, on ne peut pas être libéré par une faillite ou une proposition de nos dettes d'études. Donc, il faut faire attention. En tant que syndic, c'est quelque chose que nous, on va questionner la personne quand elle a des prêts étudiants pour être certain que si on procède, soit que la dette, elle est vraiment tout petite, donc ce n'est pas un problème, soit que la dette, si elle est significative ou une des dettes principales, qu'on ne dépose pas un dossier là, et que la dette survive quand même à une démarche d'insolvabilité là, en proposition ou si on n'a pas le choix en faillite. Là. On ne veut pas être prêt avec une patate chaude après. Quel rôle vous pouvez jouer dans les pensions alimentaires? J'ai de la misère à payer ma pension alimentaire. Quel rôle que syndic en insolvabilité peut jouer? Oui, je l'ai mis, là, Michel, dans les dettes du gouvernement parce que souvent, c'est le percepteur des pensions alimentaires qui gère le tout. Donc, un bureau à l'intérieur de Revenu Québec qui fait le travail de perception. C'est pas une dette au gouvernement, c'est une dette à l'ex-conjoint ou à l'ex-conjointe. C'est une dette, c'est la dette parfaite, la pension alimentaire. Donc, la saisie de salaire peut continuer, la dette va survivre. Et dans un dossier d'insolvabilité, il y a une priorité qui est accordée à ce montant-là pour certaines périodes là, d'endettement. Mais le rôle du syndic, c'est de s'assurer que la personne qui a une obligation alimentaire, que sa situation financière va lui permettre de s'acquitter de son obligation alimentaire. Donc, souvent, les gens vont venir nous voir parce qu'ils ont
carte de crédit, marge de crédit, prêt personnel, qui découlent des fois d'avant la séparation ou de tout de suite après, là, le choc financier de la séparation, et qui se retrouvent avec plein de dettes. Et là, ouais, mais je suis plus capable de pension. Là, je suis plus capable de payer ma pension alimentaire. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, venez nous consulter. On ne peut pas vous libérer de votre obligation alimentaire, c'est vos enfants, mais on peut peut-être vous aider à vous libérer des autres dettes qui, elles, posent problème et qu'à ce moment-là, bien, vous allez être capable d'honorer vos obligations envers vos enfants au niveau de l'obligation alimentaire. Pension alimentaire passe avant tout, hein? Pratiquement. Oui, pratiquement. Selon la loi, là? Selon la loi, il y a une priorité, mais seulement pour les arriérages des 12 derniers mois. Donc, si une personne a 3 ans d'arriérage, la priorité dans la loi sur la faillite va s'appliquer sur les 12 premiers mois. Le reste de la dette va être considéré comme non garantie ordinaire, mais elle va survivre quand même. Là. Le résidu de dette va survivre. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'ensemble de la situation de la personne pour faciliter sa capacité à honorer son obligation alimentaire. Impôts et amendes. Impôts et amendes. 2 choses. L'impôt, ben, c'est l'impôt. C'est les revenus, c'est l'impôt déduit à la source, l'ajustement. Mais Revenu Québec a la capacité d'imposer une amende à quelqu'un qui ne fait pas ses impôts, qui ne dépose pas ses déclarations de revenus. C'est juste le Québec? Revenu Canada a la capacité de le faire aussi. Revenu Québec a peut-être tendance, moi je les vois peut-être un peu plus souvent. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont plus avenants à le faire, que leur mécanique est plus facile de ce côté-là. Mais quand ça fait plusieurs années qu'une personne n'a pas fait ses impôts, elle est sujet à une amende, autant au fédéral qu'au Québec. Et c'est pour ça qu'à la base, là, si vous n'êtes pas capable, vous pensez que vous ne serez pas capable de payer vos impôts, de grâce, faites la production. Vous allez éviter la pénalité, qui n'est pas une amende. Vous allez éviter l'amende pour non-production si ça traîne pendant plusieurs années. Et n'oubliez pas, une amende, comme une contravention pour excès de vitesse ou un ticket de parking, c'est non libérable. Donc, c'est une dette dont vous allez devoir passer à travers d'une manière ou d'une autre. Et là, on n'est pas dans une dette normale. Là. On n'est pas dans c'est pas une dette commerciale, c'est même pas une dette fiscale ordinaire, c'est une punition. C'est comme si on envoie un enfant dans le coin, bien, il va sortir du coin quand le parent va lui dire « c'est beau, ta sanction est terminée ». L'amende, bien, la sanction, elle se termine quand on a payé. On ne peut pas s'en libérer. Qu'est-ce qu'on fait avec des dettes qui sont dues au ministère comme l'aide sociale, le chômage? Bon, on a trop perçu, vous avez parlé tantôt de la PCU, là. Oui. Et on a trop perçu, il faut remettre, on n'est pas capable, on a une pension alimentaire, là, ça n'arrive pas, puis on n'est pas capable de rembourser. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça revient toujours que le fait que ce soit une dette au gouvernement? Ça dépend de comment le gouvernement encode la dette. Donc, il y a des gens qui ont des dettes d'aide sociale, des dettes au chômage, que c'est une erreur de calcul. C'est plutôt rare. Souvent, c'est parce que les gens ont perçu du chômage ou de l'aide sociale à un moment où il y avait une autre source de revenus. C'est fait souvent de bonne foi. Qu'ils n'ont pas déclaré pour toutes sortes de raisons. Exactement. C'est pas nécessairement une mauvaise foi, mais c'est considéré comme une aide reçue sans droit. Et ça finit par être classé au niveau de la loi sur la faillite et l'insolvabilité avec les fraudes. Donc, c'est non libérable parce que, bon, on s'entend, là, quelqu'un qui subit une fraude, là, je parle d'une fraude classique, là, je vais prendre un personnage connu là, de l'histoire financière québécoise, Vincent Lacroix, qui avait fraudé beaucoup de ses clients investisseurs. Bien, la dette, elle est non libérable quand elle résulte d'une fraude. Maintenant, si on obtient des biens sans y avoir droit, aide sociale, chômage, à ce moment-là, la dette peut survivre, elle aussi, à une faillite. Mais l'idée, c'est de prendre une entente et les ministères vont s'entraider entre eux. Donc, si on a un remboursement d'impôt et une dette à l'aide sociale, ils vont prendre le remboursement d'impôt, vont l'appliquer sur la dette d'aide sociale. Donc, en soi, ce n'est pas négatif parce que c'est comme si on faisait un paiement. Et on prend une entente avec eux. Et au besoin, on consulte un syndic autorisé en insolvabilité pour qu'on puisse aider tout ce qui touche le autour et aider les gens à être capables de régler ces dettes-là. Un peu comme les dettes alimentaires, un peu comme les pensions alimentaires. Je fais le lien avec les autres types de dettes. Quand on règle ce qui est plus viable, on est capable de s'occuper de ce qui est nécessaire. Ce que je comprends dans cette première chronique-là, c'est que peu importe la dette qu'on a envers le gouvernement provincial ou fédéral, il y a moyen de prendre des ententes, il y a moyen de parler avec eux, puis avec vous, comme conseiller, là, de nous guider pour
toute situation, il y a toujours une solution. C'est ça que j'ai compris aujourd'hui. Il y a toujours une solution, il y a toujours une bonne raison d'avoir une belle conversation avec notre créancier. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la dette principale des gens, l'élément principal de l'endettement gouvernemental des gens, c'est l'impôt. Et dans le cas des travailleurs autonomes, là, tout ce qui est TPS, TVQ, ces dettes-là, elles sont libérables. Donc, prenez le temps de consulter. Vous allez être capable de trouver une solution. Et rarement, on a pris beaucoup de temps de la chronique pour parler des dettes non libérables au gouvernement, mais c'est les petits montants qui sont souvent non libérables. L'impôt, ça monte vite. Les pénalités sont présentes. L'intérêt est court. Venez chercher de l'aide. Et puis, ces dettes-là, elles sont libérables là, dans l'écrasante majorité des cas. Donc, il y a des dettes qui sont libérables, d'autres moins libérables. Effectivement. Merci beaucoup. Si on veut consulter notre chroniqueur Yves-Patrice Baudin, vous pouvez le rejoindre au 418-476-3334 ou encore au 1-833, numéro sans frais. Exact. 476-3334. Donc, le numéro sans frais, 1-833-476-3334. Donc, c'est toujours le même numéro, exact. Soit que local 418 ou sans frais 1-833. Exact. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Michel. Chronique. C'est très intéressant parce que ça nous aiguille beaucoup sur les possibilités. Et il y a toujours des solutions à un problème. Exact. Voilà. Alors, cette première chronique santé financière présentée par Baudin Groupe Conseil, syndic autorisé en insolvabilité. Alors, notre prochaine chronique, le 2 août. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normale 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 418-248-1872 ou golfmontmagny.org. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La toute nouvelle clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement, le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de montures pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C Boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une 2e dose de vaccin. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.